suis aujourd'hui de retour avec Malek de Cycle Up Design. Vous vous souvenez sûrement de la vidéo que nous avons fait ensemble il y a un an et je suis évidemment dans son magnifique showroom à la Palanterie. Salut Malek. Salut Marie, c'est un vrai plaisir de te revoir. Tu vas bien? Ouais, ça va bien. Bah écoute, je suis vraiment hyper contente et curieuse de savoir ce qu'il s'est passé pour Cycle Up durant cette dernière année. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Grande question. Écoute, là, comme ça, spontanément de tête, je dirais trois choses. C'est un peu les trois noyaux de Cycle Up Design qui seraient l'équipe, le showroom, puis la clientèle aussi. L'équipe a pas mal évolué. Il y a Bernard qui nous a rejoint. Bernard qui est mon bras droit et aussi notre décorateur. Miguel et Francisco, ils ont poursuivi une aventure différente. Le showroom a beaucoup évolué aussi. On va dire qu'avec le temps, on a affiné pas mal la sélection au showroom. Le showroom, il a pris beaucoup de maturité. Tu te rappelles, on changeait le showroom tous les mois entièrement, la décoration. Absolument. C'était beaucoup de travail. Et ben, en fait, on a réalisé qu'on ne laissait pas assez de visibilité dans le temps pour la clientèle. Et des fois, on voulait faire trop, on voulait montrer trop. Et aujourd'hui, on a un showroom, comme je disais, qui est plus affiné, plus épuré. T'as les gens qui aiment bien tout voir, farfouiller, et puis trouver la mini perle au milieu de plein de choses. Et puis, il y a beaucoup de clients qui aiment bien juste voir une ambiance qui ressemble plus à Instagram ou un magazine. Ça les aide un peu à se projeter chez eux. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup pour trouver un juste milieu. On a décidé aussi d'ouvrir un peu plus souvent. Ça dépend des semaines qu'on a. On le communique toujours sur Instagram. Puis, par rapport à l'équipe aussi, c'est hyper intéressant de bosser avec Bernard. Bernard, c'est un chineur-né. C'est quelqu'un qui a beaucoup l'amour pour les objets, beaucoup de savoir-faire et beaucoup de goût pour la déco aussi. Donc de remodeler une équipe et d'évoluer avec une nouvelle équipe, ça a été super intéressant et très challenging aussi, comme on disait. Absolument. Tu sais, dans les startups, tu as toujours un peu ce cap de la première année où on dit si tu survis la première année, bah ça veut dire que déjà ton entreprise elle est en place. Tu mets pas forcément des process directs en place de comment elle devrait fonctionner et qu'avec le changement d'équipe, il fallait vraiment remodeler. Et en fait, on a passé ce cap des 2 ans plus d'une startup où les choses roulent, mais il y a toujours un travail de fond où il faut être dans l'amélioration continue. Parce que concrètement, le cap des 2 ans, on a un petit peu, je pense, deux opportunités en tant qu'entreprise. Soit on décide que le modèle actuel nous convient et on se repose un petit peu sur les acquis, soit on décide qu'on est vraiment dans une énergie, une dynamique d'évolution continue. Donc comment toi tu te positionnes par rapport à ça? C'est un point hyper intéressant. Si je devais te parler de l'aventure Cycle Up Design, je la couperais un peu en 3 parties justement. Tu as la période de création pure où en fait il n'y a pas de règles, tu dois être hyper flexible. Après tu as cette deuxième étape qui est juste avant le cap des 2 ans où les choses elles fonctionnent, les choses elles marchent. Mais la clientèle, elle veut autre chose, les tendances, elles évoluent. Et ensuite, tu passes de nouveau un nouveau cap où tu as une marque qui est établie, il y a des standards, il y a des attentes des clients. Et le plus gros challenge pour Cycle Up dans cette dernière année, ça a été de passer ce cap tout en changeant d'équipe. C'est vraiment ce qui est très spécifique à créer une marque et pas de juste être un vendeur privé. C'est que les gens, ils attendent un standing chez Cycle Up Design, que ce soit en termes de qualité, en termes de service. Et en fait, tu dois toujours répondre à ces attentes-là. Et puis ça m'amène un peu à penser au prochain point, tu sais, on en parlait avant, par rapport au marché. Nous, on s'était vu en plein Covid, c'est juste? Exactement, le Covid a impacté la façon de consommer de la population parce qu'on a dû être résilient et changer un petit peu nos habitudes de consommation. On ne pouvait plus aller dans les grands circuits qui parfois avaient des pénuries, etc. Ouais. Et les gens ont aussi repris de prendre plus de temps en fait à choisir les objets qu'ils ont chez eux. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a persisté depuis qu'on a repris une vie normale ou est-ce que tu penses qu'on est plutôt revenu aux anciens modes ou enfin comment ça a évolué selon toi? Dans la seconde main, si tu veux, on a remarqué effectivement que pendant le confinement, les gens étaient revenus énormément à une économie locale, une économie de proximité. Nous, on a senti qu'effectivement, ça a donné un immense regain pendant le confinement. Après ça, il y a eu un peu une chute, un peu une calme, une baisse. Mais de manière générale, je dirais, les gens qui ont pris ces habitudes-là, ils les ont pas oubliées, même s'ils sont pas aussi impliqués dedans. Et ça arrive souvent que des gens qu'on n'a pas vus depuis le Covid, ils repassent au showroom puis ils sont ça m'avait manqué. L'autre jour, je me suis dit, mais il faudrait que je repasse chez Cycle Up au showroom. Il y a des habitudes qui sont restées et ça, on est vraiment très reconnaissant auprès de la clientèle. Pas par rapport à nous, juste le showroom, mais par rapport à la philosophie et à l'éthique du marché de la seconde main. Après, effectivement, ça a créé un peu un revers de la médaille qui était que les gens ont commencé à revendiquer en tant que vintage ou en seconde main tout et n'importe quoi. Sans vraiment regarder en fait derrière qu'est-ce qui est du vrai vintage, comment est-ce qu'on aborde la seconde main. Pour nous, c'était très difficile d'arriver en concurrence avec une multitude de tout petits vendeurs parce que tout simplement la clientèle nous comparait aussi. Après, je pense que vraiment votre challenge, ça va être de vous démarquer sur la qualité de vos produits avec la sensibilisation. Et je pense que vu votre démarche et la communication que vous avez avec vos clients et vos followers, et ça va se faire naturellement aussi. Être proche des clients, être proche de ce qu'ils ont besoin, je pense que ça fait en sorte d'être encore plus écologique parce que tu as envie de t'assurer que ce que tu vas vendre au client, c'est vraiment ce qui est le mieux pour lui, pour son intérieur et qui va vivre avec longtemps.
est-ce que les tendances, c'est anti-écologique finalement? Tu vois, ça soulève des questions de fond qui sont super intéressantes, qui sont que, qui dicte les tendances? Quel est l'impact des tendances sur le marché de la seconde main et sur le côté écologique de la seconde main? Alors c'est vrai qu'en fait, certaines personnes, pour se dédouaner de l'achat compulsif, vont se dire c'est de la deuxième main, mais en fait, si on continue à consommer à la même fréquence du deuxième main, au final, on ne va pas casser vraiment les habitudes de consommation qui vont être néfastes à long terme. C'est pour ça que je pense que ça fait beaucoup de sens dans votre démarche de vous concentrer sur des intemporels. Mais du coup, vu qu'on parle de site web, on en parlait déjà, je crois, à la dernière interview. C'était en construction, ce fois. Ouais, alors le site web, c'est un truc qu'on a absolument laissé de côté pour une raison très simple. C'est un peu dans notre approche de less is more. Et on a décidé de se concentrer sur le réel, le showroom. On a un aspect digital sur lequel on est déjà très très présent, qui est Instagram. L'autre chose aussi, c'est qu'on aura un market finalement qui sera disponible. Ça, je le dis pour la première fois aujourd'hui, c'est un peu en exclu dans l'interview. On aura un market qui sera disponible mais qui sera plus une galerie en fait, une galerie Cyclope Design où il y aura des pièces d'exception avec des prix sur demande et où il y aura des formulaires pour faire de la chasse d'objets sur demande, pour soumettre des requêtes à l'équipe. C'est ce qu'on préfère faire. Et du coup, on a décidé en fait dans les perspectives de développement de Cyclope Design, c'était d'être plus dans les partenariats en fait. Par exemple, je vais mentionner L'Al Machine. Je fais un petit coucou à l'équipe Claudio et Angélique de L'Al Machine, avec qui on collabore beaucoup. Puis récemment, on a décidé encore d'augmenter cette collaboration. En fait, plutôt que de voir de la compétitivité, voir de la complémentarité. Exactement. Et là, c'est toute la différence. Exactement. Nous, on avait toujours cette philosophie qui était collaborer pour accélérer, de s'envoyer des clients entre différents vendeurs, entre différents professionnels, différents marchands. Et aujourd'hui, on revient à cette approche-là, où nous, on a voulu à un moment tout centraliser chez nous, puis on s'est rendu compte que c'est pas possible. Tu as la qualité du service qui diminue parce que tu es sur trop de fronts, et tu cours derrière 10 chats, tu n'arrives pas à en attraper un seul, tu vois. Tous les vendeurs en place, on s'est retrouvés d'un coup assez inondés. Et qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que professionnels pour se fédérer un peu, se serrer les coudes? Tu es quand même dans une démarche d'entrepreneuriat, d'ailleurs une belle réussite d'entrepreneuriat, je pense, sur Genève, même la Suisse romande. Quel serait en fait finalement ton feedback, ton expérience par rapport à cette aventure? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment plus un état d'esprit et qu'un métier. Je me vois plus marchand d'art et de mobilier design qu'entrepreneur au sens pur du terme. L'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer avant. Tout le monde le vivra différemment. C'est super challenging. Pour être entrepreneur, il faut un peu être aussi workaholic. Si je devais dire un truc qui m'est à cœur, c'est que l'entrepreneuriat m'a fait réaliser que la vie, c'est un marathon et c'est pas un sprint. Quand j'ai lancé l'entreprise, puis qu'après on a agrandi l'équipe, etc., c'était extrêmement challenging, mais le vrai challenge est venu par la suite, qui est le piège de vivre pour ton travail au lieu de travailler pour après avoir une vie. Et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle est très très difficile. Je pense qu'une des variables dans l'entrepreneuriat qu'on sous-estime et qu'on ne peut pas quantifier avant de se lancer dedans, c'est l'impact que ça aura sur notre vie privée. Tout le plaisir que tu auras, tes succès, tu les vis pleinement, mais tes difficultés ou tes défaites ou tes erreurs, tu les vis aussi pour toi et elles te suivent dans ton lit le soir quand tu vas dormir. Donc en fait, je dirais que le courage d'entreprendre, c'est aussi le courage d'avoir tout le poids sur ses épaules. Une fois, on m'a dit ça, on m'a dit l'entrepreneuriat, c'était mon meilleur cauchemar de ma vie. Moi, je dis souvent, si tu as peur de l'entrepreneuriat, c'est que tu es prêt. Parce que c'est ce qui te fait vibrer et c'est ce qui fait que le matin, tu as envie de te lever, c'est que tu veux pas de routine. Mais le fait de pas avoir de routine, ça fait que t'es très déstabilisé aussi. Donc il y a pas mal de contradictions avec lesquelles tu vis constamment et qui font aussi la beauté de l'aventure elle-même réellement. C'est un très beau message en fait, une très belle démarche et aussi beaucoup d'honnêteté, je trouve, ce qui est hyper appréciable. Merci à toi. Merci beaucoup. Je suis vraiment content qu'on se soit revus. Aussi merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent, peut-être déjà depuis la première vidéo, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut faire ce qu'on fait, qu'on peut partager nos messages. Donc vraiment un grand merci à vous tous de nous regarder aujourd'hui. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Ciao, à tout bientôt.